Bonjour tout le monde. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour cette présentation qui vise à démystifier la publicité alimentaire qui cible les enfants. Je m'appelle Marie-Jeanne Rossier-Bisaillon, je suis nutritionniste et chargée du projet de la publicité aux enfants à la Coalition Poids. À noter qu'il y aura une période dédiée aux questions à la fin de la présentation. Donc, je vous invite à laisser vos questions dans la section conversée dans la section questions et réponses de Zoom au fur et à mesure de la présentation. Puis finalement, pour votre information, la conférence sera enregistrée pour les personnes qui n'auront pas eu la chance d'y assister aujourd'hui. Donc, vous pourrez également la partager dans vos réseaux au besoin. Donc, d'abord, quelques mots sur nous. La Coalition Poids, c'est un projet chapeauté par l'Association pour la santé publique du Québec. Notre mandat, c'est de revendiquer des modifications législatives et réglementaires, ainsi que des politiques publiques pour favoriser la mise en place de milieux de vie qui facilitent l'adoption de saines habitudes de vie, qui, elles, contribuent à prévenir le développement de maladies chroniques. Donc, plus simplement, l'idée, c'est de faire en sorte que le choix sain devienne le choix le plus facile dans nos milieux de vie. Nous sommes appuyés par plus de 700 partenaires individuels et organisationnels qui sont issus, entre autres, du milieu de la santé, de l'environnement, de la recherche, de l'éducation ou encore du milieu municipal. La publicité alimentaire aux enfants, c'est un dossier qui est porté par la Coalition Poids depuis plusieurs années. Et ça me fait vraiment plaisir de vous en parler aujourd'hui parce que c'est un sujet d'actualité. Vous allez comprendre pourquoi au fil de la présentation. Donc, quand on réfère au marketing alimentaire, on pense souvent à la publicité qu'on voit à la télévision, sur des affiches ou à la radio, donc la publicité traditionnelle. En réalité, le marketing alimentaire, c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc, on peut nommer par exemple les personnalités connues, les mascottes, les commandites d'athlètes, le placement de produits, les promotions, les sites web, les jeux vidéo, le marketing sur les réseaux sociaux et les emballages. Et puisqu'une image vaut 1000 mots, voici rapidement quelques exemples de différentes stratégies de marketing alimentaire. On voit par exemple l'omniprésence de certaines marques dans les lieux familiaux, comme par exemple les parcs d'attractions, les centres commerciaux, les installations sportives. Et les marques d'aliments et de boissons se déclinent également sur une panoplie d'objets dont plusieurs sont destinés aux enfants, donc de la poupée à la peluche en passant par les coloriages, par exemple. Donc, c'est un très, très bref survol de la publicité, évidemment. Puis, vous allez voir au fil de la présentation, il y aura d'autres exemples de publicité. Depuis 1980 au Québec, la publicité commerciale destinée aux enfants de moins de 13 ans est interdite par la loi sur la protection du consommateur. Cette loi couvre toute forme de publicité commerciale destinée aux enfants, donc c'est beaucoup plus large que seulement la publicité alimentaire. En revanche, elle comporte certaines exceptions qui font en sorte que les enfants ne sont pas complètement protégés du marketing alimentaire. Puis on va y revenir juste un petit peu plus tard dans la présentation. Pour ce qui est du reste du Canada, la publicité aux enfants n'est pas encadrée par la loi. Récemment, la députée québécoise Patricia Latanzio a déposé le projet de loi C252, qui est un projet de loi qui vise à modifier la loi sur les aliments et les drogues pour interdire la publicité de boissons et d'aliments qui contribuent à un excès de sucre, de gras saturés et de sodium auprès des enfants de moins de 13 ans. Donc, ce projet de loi est d'ailleurs conforme aux engagements du gouvernement actuel et à sa stratégie en matière de saine alimentation. Donc, tandis que le projet de loi est sous étude, plusieurs prennent position par rapport à cette mesure. Donc, aujourd'hui, on va prendre le temps de distinguer le vrai du faux parmi les informations qui circulent sur la publicité alimentaire aux enfants. Donc, voici notre premier vrai ou faux. Est-ce que, en fait, le projet de loi C252 apporte une solution à un problème qui n'existe pas? Donc, pour répondre à ce vrai ou faux, à cette question, il faut d'abord s'intéresser à l'alimentation des enfants canadiens et à l'effet du marketing sur leur alimentation. Au Canada, c'est plus de la moitié de l'apport énergétique des enfants et des adolescents qui provient d'aliments ultra transformés.
Or, on sait qu'une alimentation qui contient une quantité importante d'aliments ultra-transformés, souvent riches en sucre, en sel, en gras saturés, est associée à un risque accru de développer des maladies chroniques. D'ailleurs, les enfants reçoivent de plus en plus tôt un diagnostic d'hypertension artérielle ou de diabète de type 2, alors que c'est des maladies qu'on voyait auparavant beaucoup plus chez les adultes. De plus, l'alimentation de la majorité des enfants canadiens ne respecte pas les recommandations du guide alimentaire canadien. Leur rapport en fruits et légumes est insuffisant et leur rapport en sodium, en sucre et en gras saturés est trop élevé. Les habitudes alimentaires qui sont acquises à l'enfance ont tendance à perdurer ensuite à l'âge adulte, d'où l'importance de favoriser une alimentation qui est favorable à la santé dès un jeune âge. Donc, pourquoi dans ce contexte est-ce qu'on s'intéresse à la publicité aux enfants? En fait, la publicité alimentaire influence les habitudes alimentaires des enfants et menace par conséquent leur santé. Donc, je vous explique. Selon une commission Lancet réalisée par l'Organisation mondiale de la santé et UNICEF, le marketing commercial de produits nocifs pour les enfants représente l'un des risques les plus sous-estimés pour leur santé et leur bien-être. Dans un rapport qui a été publié par l'Organisation mondiale de la santé en 2022, l'OMS qualifie le marketing alimentaire destiné aux enfants de persuasif et d'omniprésent. Selon les études qui ont été répertoriées dans ce rapport, c'est la grande majorité, soit 50 à 90% des produits promus auprès des enfants qui ne contribuent pas à une saine alimentation. Donc, on parle ici d'aliments qui sont riches en sucre, en sel, en gras saturés, mais qui sont aussi de pauvres valeurs nutritives, donc qui contiennent peu de minéraux, de vitamines, de fibres et de protéines. Donc, les aliments les plus souvent promus auprès des enfants, selon ce rapport, encore une fois, c'est les aliments, ça inclut les produits de restauration rapide, les boissons sucrées et les bonbons. Puis, les études qui ont été réalisées au Canada vont dans le même sens. Donc, selon une étude de l'Université de Waterloo menée dans des points de vente, c'est-à-dire les dépanneurs, les épiceries et les restaurants, les techniques qui ciblent les enfants y sont omniprésentes. Par exemple, elles sont utilisées dans la moitié des messages publicitaires à l'extérieur des magasins, le tiers des réfrigérateurs de boissons, comprennent aussi des messages qui intéressent les enfants et le 2/3 des réfrigérateurs de crème glacée. Donc, dans chacun des commerces, on retrouve en moyenne 9 étalages en milieu d'année qui mettent en vedette des thématiques enfantines et des personnages de marque. Les enfants sont vulnérables face à la publicité qui les cible. Leur développement cognitif fait souvent en sorte qu'ils sont incapables de reconnaître les intentions persuasives derrière le marketing ou encore d'exercer un jugement critique. Puis les enfants comprennent la vraie nature de la publicité seulement vers l'âge de 12 ans. Toutefois, même arrivé à cet âge-là, la majorité des enfants ne sont pas en mesure, encore une fois, de discerner les intentions persuasives du marketing. La littérature a d'ailleurs démontré que la publicité alimentaire influence les préférences, les connaissances, les attitudes envers la nourriture et les comportements alimentaires des enfants. Donc, par exemple, les enfants préfèrent des produits qui sont emballés dans un emballage avec un personnage ou un logo qu'ils connaissent et ils attribuent à ces produits un meilleur goût. Dans une étude où l'on donnait à des enfants de la nourriture de McDonald's emballée dans son emballage habituel versus exactement le même produit mais emballé dans un emballage neutre, les enfants rapportaient préférer celui dans l'emballage de McDo. Les enfants sont fidélisés donc dès un jeune âge et font des demandes à leurs parents en conséquence, ce qui mène à, d'une part, des achats de la part des parents et d'autre part, ce qui favorise les conflits entre les enfants et leurs parents. La fidélisation dès l'enfance, c'est très stratégique pour les compagnies alimentaires puisque les enfants représentent à la fois des consommateurs donc actuels, mais également futurs. Donc, compte tenu de l'absence de l'encadrement de marketing alimentaire destiné aux enfants au Canada et de son effet sur les habitudes de vie et leur santé, le projet de loi C252 apporte une solution à un problème qui est bel et bien réel. Allons-y avec notre deuxième vrai ou faux. Donc, le projet de loi C252 n'est pas pertinent pour le Québec qui dispose déjà de loi.
Donc, effectivement, au Québec, depuis 1980, la loi sur la protection des consommateurs interdit la publicité destinée aux enfants. Par contre, comme mentionné plus tôt, la loi comporte certaines exceptions. Donc, les publicités destinées aux enfants de moins de 13 ans sont permises dans les magazines pour enfants, pour des spectacles destinés aux enfants, et celles sont constituées par une vitrine, un étalage, un contenant, un emballage ou une étiquette. Donc, à l'époque, les exceptions ont été pensées afin de permettre aux magasins de jouets de survivre, en fait. Par contre, l'industrie alimentaire profite maintenant largement de ces exceptions, particulièrement de la troisième, pour cibler les enfants. Donc, comme on l'a mentionné tout à l'heure, les points de vente canadiens le regorgent de publicité aux enfants, puis le Québec n'est pas épargné. En fait, c'est en raison justement de la troisième exception que nos épiceries regorgent de publicité aux enfants, comme vous pouvez le voir dans cet échantillon de présentoir très enfantin. Voici aussi des exemples d'emballages qui sont fortement attrayants pour les enfants, qui mettent de l'avant des mascottes, des jeux ou encore des personnages qui sont très aimés des enfants. D'ailleurs, en 2019, à la Coalition PA, nous avons mené des travaux dans nos épiceries québécoises. Puis parmi les 469 produits répertoriés qui ciblent les enfants, ce sont 9 sur 10 qui sont riches en sucre, en sel ou en gras saturé. Donc, l'épicerie pourrait être un endroit idéal pour transmettre des connaissances alimentaires aux enfants, mais en ce moment, malheureusement, ce n'est pas le cas en raison de l'abondance des publicités aux enfants qu'on y retrouve. Donc, vous vous demandez peut-être comment c'est possible de mieux encadrer les emballages alimentaires. On peut prendre, par exemple, l'exemple du Chili, qui interdit l'utilisation de mascottes de marque ou de personnages de marque sur les emballages alimentaires de produits qui sont riches en calories, en sucre, en sodium, en sel ou en gras saturé. Donc, comme vous le voyez sur ces images. C'est une mesure qui est intéressante puisque les mascottes enfantines de céréales particulièrement les céréales à déjeuner abondent. On parle de Tony le Tigre, Toucan Sam, Lucky Charms, Monsieur Mini Wheats, par exemple. Les mascottes renforcent la loyauté et influencent les préférences et les choix alimentaires des enfants. Les enfants, ils apprennent plus aisément à l'aide d'images et de symboles, donc ils ont plus de facilité à reconnaître la mascotte que la marque elle-même. D'ailleurs, j'en profite pour glisser un mot sur nos plus récents travaux sur le marketing de marque, qui est une stratégie qui est utilisée par plusieurs compagnies, notamment de boissons sucrées, de céréales destinées aux enfants et de restaurants rapides. Plutôt que de miser sur le produit, le marketing de marque met en valeur un ou plusieurs éléments distinctifs de la marque, comme par exemple son logo, son slogan, sa mascotte ou sa couleur. Donc, cette tactique permet de créer un lien affectif entre l'enfant, la marque et le produit qui va ensuite perdurer à l'âge adulte. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette stratégie, je vous invite à aller consulter nos études de cas qui sont disponibles sur notre site Web. Donc, bref, c'est faux de dire que le projet de loi C-252 n'est pas pertinent pour le Québec puisque la province dispose déjà d'une loi. Le Québec, c'est un pionnier en matière d'encadrement de la publicité aux enfants, mais cela ne veut pas dire que l'encadrement ne pourrait pas être amélioré. Donc, en plus de protéger les enfants d'un océan à l'autre, la loi fédérale permettrait de couvrir les exceptions actuelles au Québec. Donc, vrai ou faux, le projet de loi C-252 n'est pas nécessaire puisque l'industrie alimentaire s'est dotée d'un code d'autorégulation. Donc, effectivement, en 2007, l'industrie alimentaire s'est dotée de l'Initiative canadienne pour la publicité sur les aliments et les boissons destinées aux enfants. Plus récemment, en 2021, elle a publié le Code des pratiques responsables en matière de publicité sur les aliments et les boissons destinées aux enfants, qui devrait être appliqué en 2023. Donc, l'industrie insiste sur le fait donc, que l'autoréglementation permet de faire épargner de l'argent aux contribuables puisque la mise en application d'une loi est coûteuse. En réalité, il s'agit d'une stratégie pour éviter qu'on leur impose des règles de bonne conduite en matière de publicité aux enfants.
Donc, à l'instar de l'autoréglementation de manière générale, le Code de l'industrie a plusieurs limites. Donc, d'une part, il prévoit des exclusions pour certains médias et pour certaines tactiques. C'est le cas, par exemple, pour les emballages, les étiquettes, les étalages, les jouets cadeaux et la distribution d'échantillons. Le marketing de marque, dont il était d'ailleurs question plus tôt, est également exempté selon ce code. Puis, c'est le cas aussi de la commandite d'équipes sportives d'enfants, tout comme les publicités en lien avec une cause caritative ou éducative et celles dans les points de vente. Donc, on voit qu'il y a quand même plusieurs angles morts à ce type de mesures. D'autre part, il n'y a aucune sanction qui est prévue en cas de non-respect. D'ailleurs, dans le cadre de l'initiative canadienne pour la publicité sur les aliments et les boissons destinés aux enfants, c'est l'industrie elle-même qui évaluait le degré de conformité. Donc, il n'y a pas d'instance indépendante pour assurer l'application de l'autorégulation. Depuis 2007, au Canada, l'industrie s'est donc dotée d'un code volontaire, mais force est de constater que les enfants sont quand même encore exposés à beaucoup de publicité alimentaire. Puis plus largement, dans le monde, notamment aux États-Unis et en Australie, plusieurs recherches démontrent que l'autoréglementation a peu d'impact sur la réduction de l'exposition des enfants et que l'intervention gouvernementale est plus susceptible d'obtenir les effets escomptés. Donc, l'autoréglementation est insuffisante pour protéger les enfants de la publicité alimentaire qui les cible, et c'est pourquoi le projet de loi C-252 prend tout son sens. Donc, vrai ou faux, si le projet de loi C-252 est adopté, une surveillance sera nécessaire. Donc, d'abord, c'est important de définir une publicité aux enfants pour pouvoir effectuer de la surveillance. L'exemple du Québec est parlant en ce sens. Donc, selon la loi sur la protection des consommateurs, il y a trois critères qui doivent être au rendez-vous afin de qualifier une publicité qui cible les enfants. Donc, le premier critère concerne la nature et la destination du bien annoncé. Ça doit être un bien qui est attrayant pour les enfants. C'est le cas, par exemple, de céréales à déjeuner à la guimauve, mais ce ne serait pas le cas, par exemple, d'une assurance vie. Le deuxième critère concerne la manière de livrer le message publicitaire. Il doit être conçu de manière à attirer les enfants, par exemple en utilisant des mascottes, des animations ou encore un langage familier pour les enfants. Puis le troisième critère concerne le moment ou l'endroit où la publicité apparaît. Donc, si elle est, par exemple, dans une banque, elle est peu susceptible de rejoindre les enfants. Par contre, si la publicité se retrouve dans un parc d'attractions qui est hautement fréquenté par les enfants, alors c'est différent. Donc, pour ce qui est de la surveillance, actuellement au Québec, le public peut dénoncer des stratégies qui semblent contrevenir à la loi. D'ailleurs, la Coalition Poids surveille les publicités alimentaires qui ciblent les enfants. À chaque année, on dépose à peu près une dizaine de plaintes contre des publicités qui semblent enfreindre la loi québécoise. Donc, par exemple, on a déjà déposé des plaintes contre des jeux publicitaires et contre la distribution gratuite de certains aliments par des mascottes. En 2015, à la Ronde, il y avait d'ailleurs un jeu d'eau à l'effigie de Fanta, qui était nommé la zone Fanta. Donc, nous avons porté plainte et la compagnie Coca-Cola a été reconnue coupable de faire de la publicité aux enfants. Elle a par conséquent reçu une amende de 27 000 $ à peu près. Et c'est pas toutes les plaintes qui se terminent par des condamnations. Certains coopèrent et vont apporter les modifications nécessaires. Donc, voici deux exemples. Le premier dans lequel un carrousel à l'effigie Pepsi a été corrigé, puis le deuxième pour une publicité de queue de castor là, qui mettait en scène un enfant. Donc, pour l'instant, le gouvernement fédéral n'a pas précisé la méthode de surveillance qu'il prévoit mettre en place si jamais le projet de loi C-252 est adopté. Mais effectivement, c'est vrai de dire qu'une surveillance afin de veiller au respect de la loi est essentielle. Donc, un autre vrai ou faux ici, donc la sédentarité chez les enfants est le vrai problème plutôt que la publicité alimentaire.
En fait, la santé des enfants est influencée par une panoplie de facteurs et elle peut donc être mise à mal par une multitude d'enjeux. La sédentarité est effectivement un fléau, au même titre que les troubles de santé mentale, le vapotage, l'intimidation, la violence, la consommation d'aliments ultra-transformés, etc. Donc, il en demeure que agir sur un déterminant de la santé n'empêche pas d'intervenir sur d'autres. D'ailleurs, c'est près de 7 adultes québécois sur 10 qui estiment que le gouvernement devrait interdire la publicité d'aliments et de boissons riches en sucre, en sel ou en gras saturés auprès des enfants âgés de moins de 13 ans. Donc, c'est une grande partie de la population qui est en faveur de cette mesure. En détournant donc l'attention vers d'autres enjeux, comme par exemple l'activité physique, l'industrie alimentaire tente de semer la confusion et de diluer les efforts. Donc, parlant d'activité physique, j'aimerais mentionner rapidement la commandite d'équipes sportives par les compagnies alimentaires. Donc, pour vous donner une idée de l'étendue de ce genre de pratique, au Canada, Tim Hortons commandite 360 000 enfants âgés de 4 à 8 ans dans son programme Timbits et McDonald's commandite plus de 53 000 enfants âgés de moins de 15 ans dans ses équipes de hockey. Donc, ce genre de tactique renforce l'association entre les produits alimentaires vendus par ces compagnies et les comportements sains. Elle contribue aussi à redorer l'image de la compagnie là, qui fait preuve d'une responsabilité sociale corporative. Donc, oui, le manque d'activité physique, la sédentarité, c'est effectivement un enjeu, mais cela n'enlève rien au fait, cela n'enlève rien à la nécessité d'également encadrer la publicité aux enfants. Donc, en conclusion, déjà en 2010, l'Organisation mondiale de la santé recommandait d'encadrer les pratiques de commercialisation d'aliments et de boissons auprès des enfants. Au Canada, l'autoréglementation est insuffisante pour protéger les enfants de la publicité. Et donc, il est temps qu'une loi fédérale soit adoptée pour mieux protéger leur santé. Au moment où on se parle en ce moment, le projet de loi C-252 est sous étude au Comité permanent de la santé de la Chambre des communes. Donc, ensuite, il doit retourner à la Chambre des communes avant de passer devant le Sénat. Donc, la démarche est entamée, mais ce n'est pas encore partie gagnée. Un projet de loi là, similaire déposé par le passé a d'ailleurs, malheureusement, pas été adopté. Donc, il faut rester vigilant. Si vous souhaitez savoir comment le projet de loi poursuit son chemin et savoir sur quels autres dossiers sont prioritaires à la Coalition Poids, je vous invite à vous inscrire à notre infolette ou à devenir partenaire de la Coalition Poids. Devenir partenaire, c'est une adhésion morale qui est entièrement gratuite et qui permet de poursuivre notre mandat. Donc, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter pour toute question. Puis, on va maintenant passer à la période de questions. Je vais passer donc le micro à ma collègue Charlène qui va nous dire si on a des questions. Bonjour! Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans l'onglet questions et réponses. J'y vais avec une première question. Donc, le Québec a déjà une loi pour encadrer la publicité aux enfants depuis plusieurs décennies. Quels sont les effets de cette loi sur la santé des enfants? C'est une excellente question. En fait, c'est difficile de mesurer l'impact d'une politique publique comme l'encadrement de la publicité aux enfants. Dans le cas de la loi québécoise, c'est aussi important de noter qu'elle n'a pas été instaurée seulement pour encadrer la publicité alimentaire, mais vraiment toute forme de publicité. Donc, ses effets sur l'alimentation des enfants n'ont pas nécessairement été mesurés. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les enfants au Québec mangent moins de restaurants rapides que les enfants dans le reste du Canada. Okay, merci pour la réponse. Je vais avec une deuxième question. Donc, l'instauration d'une telle loi nécessite évidemment des ressources importantes. J'ai entendu dire que cela pourrait nuire à l'économie. Qu'en est-il? En fait, il faut d'abord noter que l'objectif ici, c'est pas d'interdire toute forme de marketing alimentaire, mais vraiment le marketing alimentaire d'aliments et de
boissons riches en sucre, sel et gras saturés auprès des enfants. Donc, l'industrie alimentaire peut quand même poursuivre son marketing auprès d'un public qui est un peu qui est moins vulnérable que les enfants. Ensuite, à long terme, il faut se demander qu'est-ce qui coûte vraiment plus cher aux contribuables. Donc, soit d'instaurer une loi pour protéger les enfants de la publicité qui les cible, ou le fardeau des maladies chroniques, qui est quand même très, très important en ce moment au Canada, d'autant plus que notre système de santé est en train de craquer sous la pression. Donc, il faut voir l'encadrement de la publicité aux enfants comme une mesure très rentable à long terme. Puis d'ailleurs, une étude australienne qui a été menée a conclu que la restriction de la publicité télévisée d'aliments et boissons qui ciblent les enfants permet non seulement de générer des économies à long terme, mais aussi de réduire les inégalités sociales de santé. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je vais y aller avec une prochaine question. Donc, à la fin de la présentation, vous avez mentionné qu'il s'agissait du deuxième projet de loi pour encadrer la publicité aux enfants. Pouvez-vous nous en dire plus? Ben oui, effectivement, c'est la deuxième fois qu'un projet de loi est déposé. Le premier a été déposé par une sénatrice, la sénatrice Nancy Greenrain, en 2016, mais malheureusement, il est mort au feuilleton en 2019, donc avant qu'il puisse être adopté. Donc, c'est pour ça qu'on suit d'ailleurs le projet de loi C-252 de près là, pour être certain qu'il soit adopté. Okay. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Je vais vous laisser peut-être la dernière chance pour poser des questions. Ah, je viens d'en apparaître une. Est-ce que le projet de loi prévoit une interdiction des commandites aux équipes sportives par les compagnies alimentaires? C'est une excellente question. Ça fait effectivement partie des discussions, mais en ce moment, ils sont pas assez avancés dans le processus là, pour dire si oui ou non il va y avoir une interdiction des commandites sportives. Donc, c'est à suivre. Il va y en avoir une dernière qui va apparaître. Qui sait? Mais je pense que ça fait le tour des questions. Donc, Marjane, je vais peut-être te laisser conclure. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent, d'avoir écouté le webinaire. Donc, comme je l'ai dit, il va être disponible en rediffusion. Donc, on pourra vous envoyer le lien vers l'enregistrement si jamais vous voulez le revisionner ou le partager à des personnes dans votre réseau. Puis, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez trouver mon adresse courriel sur le site de la Coalition Poids. Donc, n'hésitez pas, ou voilà à l'écran, merci. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Merci beaucoup.